La séance est reprise et l'ordre du jour appelle le débat sur le thème « La loi Égalim ou comment sortir de l'impasse dans laquelle ce texte a plongé l'agriculture ?» demande du groupe Les Républicains. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, M. Daniel Gremillet, pour le groupe Les Républicains et pour 8 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais, en commençant mon propos, avoir une pensée pour toutes ces agricultrices et agriculteurs qui ont été victimes, en l'espace d'une nuit, qui a saccagé l'espoir d'une récolte pour l'année 2021. Ces propos, je pense qu'ils sont unanimes de l'ensemble des groupes, de l'ensemble des sénatrices et des sénateurs. Et monsieur le ministre, effectivement, dans ce contexte très particulier, l'agriculture française n'est pas dans un contexte qui lui est très favorable pour supporter, et il y aura besoin d'une solidarité très forte. Le Sénat a joué son rôle de vigie en émettant dès le dépôt du gouvernement ses plus grandes réserves sur le projet de loi Égalim. Conscient de ces failles évidentes, nous craignons qu'au mieux, elle ne change rien, ce qui était inacceptable, et qu'au pire, elle aggrave la situation de certaines filières, ce qui l'était encore moins. Mais plus grave encore, nous savions que cette loi décevrait l'immense espérance que les États généraux avaient fait naître dans le monde agricole. Un rêve de lendemain qui chante. Les prix rémunérateurs garantiraient enfin la couverture du coût des reviens de l'agriculteur, car cela relève du bon sens. L'agriculteur ne peut pas rester le seul actif à se lever le matin pour perdre de l'argent. Au vrai problème, la loi proposait une fausse solution, celle d'une parenthèse enchantée, où, comme par magie, en connaissant les coûts de production de l'agriculteur, mis au centre de la négociation par une construction du prix en marche avant, les distributeurs rémunéraient enfin à leur juste prix les transformateurs, qui, par ruissellement, en cascade, augmenteraient les recettes des exploitants. Le tout sans mécanisme coercitif. Le tout sans définir de manière incontestable ce qu'était un indicateur de coût de production. C'est beau comme un roman de gare, une histoire à laquelle on se plairait à croire, avec l'illusion que cela pouvait marcher. Permettez-moi de vous dire, près de 3 ans plus tard, le réveil des paysans est douloureux. À la vague d'espérance a succédé une immense désillusion dans nos campagnes. Les paysans sont désespérés de voir chaque jour leur charge de production s'accroître, alors que leurs prix, eux, ne remontent pas. Ces failles, le Sénat a essayé de les corriger grâce aux rapporteurs Michel Raison et Anne-Catherine Loisier. D'une part, ils ont essayé de limiter l'accroissement considérable des charges induites par le titre 2 de la loi. Une chose est sûre, en échange de très hypothétiques revenus supplémentaires, la loi a garanti une hausse certaine des charges, tout en traduisant une méconnaissance profonde de la réalité de nos campagnes. Le temps n'est pas au bilan de la réforme de la séparation de la vente et du conseil d'intrants, mais il n'est pas à exclure qu'il y ait autant de ventes et moins de conseils. Et que dire que de l'interdiction des remises, comme si les agriculteurs utilisaient plus d'intrants car ils étaient en promotion. Ce volet laissera des traces. D'autre part, nos rapporteurs ont proposé des mécanismes plus stricts, assurant le ruissellement de l'aval vers l'amont, en proposant des indicateurs de coûts de production incontestables validés par l'Observatoire de la formation et des prix et des marges. C'était une solution de bon sens, mais la CMP a échoué sur ce désaccord. Refusant d'apposer sa signature sur un texte auquel il ne croyait pas, le Sénat avait décidé de rejeter le texte en nouvelle lecture. C'était un acte fort. Mais si le Sénat a refusé d'adopter le texte, il n'a pas refusé de s'y intéresser. Bien au contraire, un groupe de suivi dédié au suivi de l'application de la loi s'est constitué au lendemain de son entrée en vigueur, qui a évalué dès 2019 ses premiers effets de la loi. Et je voudrais sincèrement remercier l'ensemble des sénatrices et des sénateurs membres de ce groupe de suivi, ainsi que Grégoire Agnès qui nous a accompagnés. Déjà, ses conclusions étaient déjà claires. Le compte n'y était pas. Mais dans une logique constructive, il a proposé certaines mesures d'urgence pour sauver des filières en péril, notamment pour les produits saisonniers.
Cela a abouti au dépôt de la proposition de loi adoptée à l'unanimité du Sénat, refusée par le Gouvernement avant qu'il ne s'y rallie finalement dans le cadre de la loi ASAP. Cet exemple démontre que le groupe de suivi du Sénat transpartisan n'a pas une idée fermée sur la loi Égalim. Au contraire, tout en restant pessimiste sur les effets de la loi, il agit à son niveau pour essayer de l'améliorer. Et c'est ce même groupe de travail, constructif mais exigeant, monsieur le ministre, qui aujourd'hui vous adresse ses plus vives inquiétudes. Car cette loi est en train de devenir, monsieur le ministre, un des plus grands échecs du quinquennat concernant le secteur agricole. Cet échec prévisible repose sur 4 vices substantiels de la loi. Premièrement, la loi n'agit que sur une part minoritaire des recettes des paysans. Que fait-on des produits sous MDD ou de l'export, pourtant des sources essentielles de revenus de nos agriculteurs? Deuxièmement, toute occupée à débattre de cette loi peu utile, la France n'a pas obtenu une hausse du budget de la PAC, ce qui la pousse aujourd'hui à faire des choix terribles pour certaines filières en matière d'aide aux revenus, notamment dans la filière bovine. Troisièmement, la loi ne résout pas le problème de fond, à savoir l'application d'un droit de la concurrence à 2 vitesses, protégeant les regroupements de quelques grandes centrales d'achat, mais sanctionnant toute initiative des agriculteurs s'organisant pour davantage peser dans les négociations. Que peuvent faire 400 000 exploitations individuelles contre 4 géants? Enfin, faute de mécanismes coercitifs, en raison d'un droit européen restrictif, la loi fait une confiance aveugle dans les acteurs qui ont imaginé des mécanismes de contournement avant même que la loi ne soit adoptée. Dans ce contexte, la loi a échoué. N'y voyez pas, monsieur le ministre, une critique purement politique. Nous vous faisons l'écho de l'ensemble des acteurs, de l'amont et de l'aval de la chaîne que nous avons reçus ces derniers jours en audition. Le verdict est simple. Un seul acteur semble satisfait de la loi, c'est la grande distribution. N'est-ce pas un problème quand l'objectif de la loi était de rééquilibrer les relations commerciales au profit de l'amont? En parallèle, la déflation se poursuit pour les produits alimentaires. Les chiffres attendus pour 2021 pourraient être pires que l'année dernière. Comment redonner de la valeur quand on en détruit? Où est passée la manne financière donnée à la grande distribution issue du relèvement du seuil de revente à perte, à savoir 1 milliard d'euros, dont 500 millions d'euros de marque nationale, 500 millions d'euros de MDD. Au total, le bilan de cette loi, c'est une petite cascade où l'eau n'aurait pas coulé. Il n'y a toujours eu aucun euro supplémentaire dans les cours de ferme. Mais ça va bien plus loin que cela, car les lois qui ne marchent pas, il en existe de nombreuses, hélas. Le problème est que la loi Égalim pourrait aussi avoir accentué les difficultés. Je pense aux produits non alimentaires contraints à accepter un report de promotion sur leur secteur. Je pense à nos PME de l'agroalimentaire dont la croissance des ventes a été brutalement stoppée au profit des produits de marques de distributeurs. Je pense à ces industriels dont la hausse des coûts de matières premières agricoles n'est toujours pas prise en compte par les acheteurs. On ne peut se résoudre à un tel bilan, il est urgent d'agir. C'est pourquoi vous avez confié, monsieur le ministre, à M. Serge Papin une mission qui devrait inspirer une évolution législative prochaine. C'est tout le sens du débat de ce jour. Si la loi Égalim ne marche pas, quel est son avenir ? Quelles sont les propositions du Gouvernement pour améliorer les choses et corriger les erreurs commises en 2018 ? Pour éviter la déroute, il faut savoir remettre la loi Égalim sur les bons rails, quitte à modifier en profondeur. Le Gouvernement y est-il prêt, monsieur le ministre ? Je n'en suis pas sûr. Le monde agricole l'attend. C'est pourquoi, au Sénat, nous serons, monsieur le ministre, en pointe de ce combat. Je vous remercie. La parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie. Si vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les sénateurs. Monsieur le sénateur Gramillier, d'abord, je voudrais vous remercier de faire de cette loi Égalim un véritable combat pour notre agriculture. Vous en avez bien raison et je le partage et j'y reviendrai. Pourquoi vous en avez bien raison? Tout simplement parce qu'il y a là un triple défi. D'abord, un défi de souveraineté. Il n'est pas possible d'avoir de pays fort sans agriculture forte. Et il n'est pas possible d'avoir d'agriculture sans agriculteurs. Or, aujourd'hui, nos agriculteurs vivent beaucoup trop de leur passion et pas assez de leur rémunération. La passion, elle ne peut pas tout. La rémunération ne doit jamais être abandonnée par facilité à la passion de celles et ceux qui nourrissent le peuple de France. Le deuxième élément, parce que la guerre des prix à laquelle nous sommes confrontés depuis
des années et des années, elle est tout simplement antinomique avec l'ADN de notre agriculture, qui est une agriculture tournée vers la qualité. Ce qui fait la singularité de notre modèle agricole, c'est la qualité. Ce qui fait la spécificité du modèle agricole français par rapport aux agricultures à l'étranger, que ce soit dans la grande culture, que ce soit dans l'élevage, c'est la qualité. Ce sont des standards qui sont souvent beaucoup plus élevés en France ou en Europe qu'à l'international, et donc cette qualité, elle n'est possible, elle n'est viable que si elle est rémunérée à sa juste valeur. Et il faut d'ailleurs avoir ce courage politique que de dire que l'alimentation française doit être rémunérée à la hauteur de cette qualité qui en fait l'ADN. Je dis ça parce que très souvent, on a oublié la nécessité de le dire, parfois par facilité, tomber en disant que ce pouvoir d'achat des Français, il pouvait être financé sur le dos des agriculteurs. C'est une erreur politique et il faut avoir le courage de dire l'inverse. Et puis le troisième enjeu, c'est un enjeu de création de valeur, c'est tout le discours du président de la République à Rungis, et c'était l'objet d'abord des États généraux de l'alimentation, puis de la loi Egalim. Alors cette loi Egalim, elle a introduit certains dispositifs. Elle a introduit la marche en avant, c'est-à-dire la nécessité pour l'industriel de négocier d'abord avec l'agriculteur avant d'aller négocier avec la grande distribution. Cette marche en avant, elle a créé un état d'esprit. Il était nécessaire, mais je le dis très clairement, aujourd'hui, il n'est pas suffisant. Très clairement, il faut aller plus loin. Le deuxième élément, c'est que cette loi elle a renforcé les organisations de producteurs. On pourra y revenir dans les questions-réponses. C'était évidemment quelque chose d'essentiel et vous l'avez dit lors de vos propos, monsieur le sénateur. Le troisième élément, c'est que cette loi elle a essayé de mieux répartir la création de valeur avec ce fameux seuil de revente à perte qui a fait tant de bruit, notamment sur les bancs de ce Sénat. Et enfin, le quatrième élément, c'est que cette loi elle a essayé de favoriser les débouchés des produits de qualité. Vous savez, c'est cette loi Egalim qui impose 50% de produits de qualité, notamment dans la restauration hors domicile public. Et d'ailleurs, dans le projet de loi climat, on va étendre ces obligations de qualité à la restauration hors domicile privé. Je crois que c'est quelque chose de très important. Alors, 3 ans après cette loi, où est-ce qu'on en est ? Ce qui est sûr, c'est que cette loi elle a permis, et d'avis de tous, de changer un état d'esprit. Et je peux vous dire que, très certainement, si cette loi n'avait pas été là, qui plus est cette année, la guerre des prix, la déflation, aurait été encore plus forte. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe plus, mais elle aurait été encore plus forte. Le deuxième élément, c'est que, contrairement aux craintes de certains, cette loi n'a pas conduit à une flambée des prix pour le consommateur. Souvenez-vous des débats qu'il y avait eu lieu au moment de la loi sur le sujet. Le troisième élément, c'est que cette loi elle a permis des évolutions positives, notamment pendant les 2 premières années, dès lors qu'il y avait des contractualisations et dès lors qu'il y avait des organisations formées. Ce qui doit nous indiquer, ou en tout cas nous orienter vers les décisions futures que nous devons prendre. Et enfin, le dernier élément, c'est que cette loi, elle a permis de faire des avancées vis-à-vis de la restauration hors domicile. Ce fameux 50% à partir du 1er janvier 2022, on en est encore loin. La dernière enquête qu'on a menée début 2020, montrait que nous étions à peu près à 15%, ce qui veut dire que le chemin à parcourir est encore long, mais c'est une voie que nous avons tracée, que vous avez tracée, mesdames et messieurs les sénateurs, et qui est très important. Alors le constat, une fois que j'ai dit tout cela, c'est que le compte n'y est pas, je ne peux pas être plus clair, que des difficultés importantes perdurent et qu'il y a des limites à la loi qu'il nous faut corriger. Pourquoi le compte n'y est pas ? Parce que la marche en avant du prix, aujourd'hui, elle a été donnée dans la loi Egalim sur la méthode, mais pas suffisamment sur les outils. Ce qui veut dire que le jeu de dupes auquel nous sommes confrontés perdure. Qu'est-ce que ce jeu de dupes ? C'est lorsqu'il y a une augmentation des prix, par exemple de matières premières agricoles, comme on l'a vu cette année avec les céréales alimentant les élevages de volailles ou tant d'autres. L'éleveur se retourne vers la grande distribution en disant à la grande distribution « je vous demande d'augmenter les prix d'achat ». La grande distribution se retourne vers l'éleveur en lui disant « j'ai proposé à un industriel d'augmenter les prix d'achat, mais je n'étais pas sûr que l'industriel vous rétrocède la marge que je lui concédais, donc je ne l'ai pas fait ». Et l'éleveur se retourne vers l'industriel, et l'industriel lui dit « j'ai demandé à la grande distribution, mais elle n'a pas voulu ». Nous sommes donc dans toujours un jeu de dupes qui se fait sur le dos de l'agriculteur. Et donc, il nous faut absolument sortir de ce jeu de dupes, et c'est l'objet des recommandations du rapport de Serge Papin. Le deuxième élément, c'est qu'on constate qu'il y a encore trop peu de contractualisation. Trop peu.
Le troisième élément, c'est qu'on constate que pour sortir de ce jeu de dupes, il nous faudrait mettre beaucoup plus de transparence. Et qu'aujourd'hui, malgré un certain nombre d'initiatives, cela n'a pas permis. Le quatrième élément, c'est qu'il y a aujourd'hui encore, trop souvent, des prix affichés, notamment ce qu'on appelle des promotions de déstockage, qui sont incompréhensibles et qui envoient des signaux incroyablement négatifs, non seulement au monde de l'élevage, mais aussi aux consommateurs, en leur faisant croire qu'il est possible d'avoir un kilo de rôti de bœuf à 9 € le kilo ou des parties nobles de porc à 2,46 € le kilo. Ça n'est pas possible et il faut corriger cela. Alors comment on fait pour corriger cela? D'abord, il faut, et vous m'avez toujours entendu le dire, rentrer dans le rapport de force. Les dernières négociations commerciales que nous avons faites, nous sommes rentrés dans le rapport de force avec ma collègue de Bercy. Songez qu'en 6 semaines, nous avons fait l'équivalent de 6 mois de contrôle. Une relation commerciale, c'est un rapport de force. L'État doit rentrer dans le rapport de force et être aux côtés du plus faible. C'est ce que nous avons fait. Le deuxième élément, c'est qu'il faut sortir de ce rapport de force en utilisant les recommandations de Serge Papin et les recommandations des différents parlementaires que vous êtes, qui avaient longuement travaillé sur ce sujet, et j'ai lu avec grande attention votre rapport, monsieur le sénateur, enfin votre PPL, ainsi que les travaux à l'Assemblée nationale. Il me paraît y avoir 4 points que j'évoque simplement vu le temps écoulé, mais nous y reviendrons dans les questions-réponses. La première, c'est que la marche en avant du prix, elle doit, si on veut sortir de la guerre des prix et être dans la transparence des marges, passer sur beaucoup plus de contractualisation et beaucoup plus de contractualisation pluriannuelle. Le deuxième élément, si nous voulons sortir de cette guerre des prix pour être dans la transparence des marges, nous devons rentrer dans un système de transparence. Il y a des cas où ça existe et ça marche très bien, et on le sait, il faut les généraliser. Le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'avait introduit la loi Egalim, notamment sur la médiation, ne marche pas suffisamment. C'est quoi le défaut? C'est que la médiation, il n'y a pas de temps de fin à cette médiation. Or, celui qui est le plus faible dans la relation contractuelle ne met pas lui-même fin à la médiation à cause d'une peur de représailles sur cette médiation. Donc il faut changer là aussi et renforcer les pouvoirs de la médiation. Et le quatrième élément relève de la question de la négociabilité des prix. Les relations agroalimentaires sont des relations à 3. Dans quelle mesure, une fois que l'agriculteur a négocié avec l'industriel, il y ait des prix qui doivent être figés tout au long de la relation contractuelle. Voilà les pistes évoquées par Serge Papin, évoquées par les travaux des parlementaires. Maintenant, les sujets sont sur la table et soyez assurés de mon engagement pour trouver des solutions, parce que, encore une fois, il en va de la souveraineté de notre pays. Je vous remercie. Bien, dans la suite du débat, chaque orateur dispose donc de 2 minutes maximum pour présenter sa question et une réponse du gouvernement à une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de 30 secondes supplémentaires à condition que le temps initial de 2 minutes n'ait pas été dépassé. La parole est à monsieur Franck Menonville du groupe Les Indépendants. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Comme j'ai pu l'exprimer lors de ma dernière question au gouvernement le 24 mars dernier, la loi Egalim était porteuse d'espoir. Elle n'a néanmoins, à ce jour, pas apporté ses promesses. Sans nier les évolutions nécessaires qu'elle a engendrées, force est de constater que cette loi doit être révisée, ou plutôt complétée, afin de garantir la valorisation des productions agricoles et la juste répartition de la chaîne de valeur. C'est là un vrai enjeu de souveraineté. Le récent rapport Papin vient d'apporter des éclairages intéressants sur les pistes à explorer pour améliorer la situation. Je salue notamment la proposition de contractualisation pluriannuelle qui me semble aller dans le bon sens. Tout cela m'amène à évoquer 2 sujets majeurs. Le premier est le sujet relatif à la hausse des seuils de revente à perte. En effet, ce dispositif majeur de la loi Egalim a occasionné la hausse de prix de certains produits sans pour autant bénéficier aux entreprises de l'agroalimentaire et aux producteurs agricoles. On évoquerait 600 millions d'euros occasionnés et non répercutés par la distribution. Partagez-vous ce constat? Comment comptez-vous garantir l'équité de cette répartition et comment faire ruisseler les effets du relèvement du SRP jusqu'à nos agriculteurs? Le second sujet porte sur les incohérences, voire les contradictions d'objectifs entre la loi Egalim et la loi de modernisation de l'économie. Le sujet est récurrent, les négociations et la revalorisation tarifaire ne fonctionnent pas. La LME est sans doute trop déséquilibrée et dérégule les négociations entre centrales d'achat et leurs fournisseurs. Il me semble aujourd'hui incontournable de réviser une nouvelle fois cette loi
pour mieux intégrer les coûts de production et rayer la guerre des prix et la spirale déflationniste, outil de destruction de valeur. Alors, Monsieur le ministre, comment souhaitez-vous aborder ce sujet pour rendre cohérents et complémentaires ces deux dispositifs législatifs? Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Menonville, vous évoquez donc deux sujets. D'abord le SRP et ensuite la loi LME. Sur le SRP, on dispose d'une première évaluation qu'on a reçue à l'automne. Cette évaluation, elle a conclu plusieurs choses, que la répartition de ces 600-800 millions d'euros du SRP, n'a pas conduit à une augmentation des prix consommateurs. Je crois que c'est très important de le dire. Deux, a principalement été mis sur des offres de promotion, par exemple les cartes fidélité, etc., et peut-être en partie sur les MDD. Et trois, aujourd'hui, on n'est pas en mesure de dire quel a été l'impact sur les agriculteurs, mais probablement l'impact sur les agriculteurs a sûrement été très inférieur par rapport aux deux impacts que je viens d'évoquer sur le consommateur et sur les MDD. Face à cela, on est en train de finaliser une nouvelle enquête du SRP qu'on aura cet automne pour aller jusqu'à l'évaluation de l'impact sur l'agriculteur. Et c'est précisément parce que nous n'avions pas encore tout le détail que dans la loi ASAP, vous avez voté la prolongation de ce dispositif. Le deuxième élément sur la loi LME, mais on y reviendra, c'est un des cœurs du sujet. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la loi LME a été une loi qui a été une loi pouvoir d'achat, qui se comprend, qui se justifie, mais qui sciemment a dit on met au sein de toute cette chaîne de négociation agroalimentaire une libre négociabilité, c'était ça, revenant ainsi sur la loi Galland, une libre négociabilité, et ce faisant, laissant le rapport de force s'opérer entre ceux qui étaient les plus gros, c'est-à-dire les distributeurs et les industriels, face aux agriculteurs. Et la loi Egalim est venue à rebours de la loi LME, être non pas une loi de déflation, mais une loi d'inflation du prix agricole. Sauf que, et c'est le cœur du problème, la loi Egalim a fait cela sans revenir sur un certain nombre de principes de la loi LME, et c'est, je crois, ce qu'il nous faut corriger aujourd'hui. D'accord. Monsieur Menonville, vous reste non. Monsieur Daniel Salmon, pour le groupe Écologie Solidarité Territoire, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, cela a été rappelé par les intervenants précédents. La loi Egalim n'a pas atteint ses objectifs, que ce soit sur le revenu agricole, que ce soit sur son volet environnemental. Ce constat est largement partagé. En novembre dernier, un collectif de 21 organisations environnementales et agricoles interpellait le gouvernement sur le manque d'efficacité de cette loi. Plus récemment, on en a déjà parlé, le rapport de Serge Papin a montré à quel point nous devons aller plus loin pour le nécessaire rééquilibrage des relations commerciales. Le revenu des agriculteurs est toujours en berne, avec des conséquences humaines désastreuses. Il est donc légitime d'aborder ici ce sujet et on peut se réjouir de l'annonce du dépôt prochain d'un texte correctif de cette loi. Nous serons présents lors de ces débats pour proposer des mesures fortes et coercitives afin de défendre un revenu agricole réellement équitable. Mais ce n'est pas spécifiquement la loi Egalim qui a conduit nombre d'agriculteurs dans une situation difficile, mais bien un ensemble de politiques publiques favorisant toujours plus l'industrialisation de notre agriculture, favorisant une répartition de la valeur ajoutée extrêmement défavorable aux agriculteurs. À l'heure où les attentes sociétales et les enjeux environnementaux nous montrent clairement qu'il faut changer de cap, il faut de véritables politiques orientées. À ce titre, on ne peut pas oublier qu'en ce moment même, une politique bien plus structurante que la loi Egalim est en train de se dessiner. Je veux bien sûr parler de la PAC et de ses 9 milliards d'euros. Dans le cadre du plan stratégique national que chaque État membre doit élaborer, les négociations et consultations s'intensifient, mais elles restent discrètes et associent peu le Parlement. Alors, Monsieur le ministre, allez-vous associer le Parlement à la conception du PSN et lui soumettre ce plan essentiel pour l'avenir de notre agriculture et de notre alimentation? Merci. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Salmon, plusieurs points. D'abord, vous dites que ce rapport de Serge Papin arrive à point nommé, si je puis dire. Enfin, le rapport de Serge Papin, il n'est pas tombé du ciel. Le rapport de Serge Papin, c'est précisément le ministre que je suis qui l'a commandé, précisément parce que le constat que vous faites, je le fais également et que je veux aller plus loin. Et ça montre tout l'engagement du gouvernement sur le sujet. Le deuxième élément, c'est vous dites
peut-être qu'en fait, encore plus structurant que la loi Egalim, c'est les conditionnalités des nouvelles politiques au titre de la politique agricole commune. Mais ça a très bien été rappelé par monsieur le sénateur tout à l'heure à la tribune. N'oublions jamais, et c'est un reproche et un différend que je vous fais, et un différend que nous avons, c'est que certains, et votre groupe en fait l'écho, oublient toujours, comme si c'était un grand mot, de parler de la création de valeur pour l'agriculteur. Le gros défaut des transitions agroécologiques, c'est qu'il y a eu une simplicité du discours consistant à dire « faisons plus de transitions » sans jamais se poser de la question comment cette transition qui crée de la valeur pour l'environnement, elle doit au même moment créer de la valeur pour l'agriculteur. Dans votre discours, s'il était totalement cohérent, vous devriez aller jusqu'au bout et avoir le courage politique que j'ai eu à cette tribune en disant vous appelez à une augmentation du prix des aliments avec des politiques sociales dédiées, mais une augmentation des prix des aliments pour créer de la valeur pour nos agriculteurs. Et tant qu'on ne fera pas ça, on sera dans cette facilité et qui nous amène parfois à des impasses. Surtout qu'on fait croire ensuite que ce serait à nos agriculteurs de financer toutes ces transitions, alors même que le consommateur, parce que dans votre discours vous omettez de le dire, le consommateur n'est pas appelé à eux aussi contribuer à cet effort. Et je terminerai sur la PAC. La PAC, songez, monsieur le sénateur, que l'éco-régime, on dit aux agriculteurs, on prend 25% de votre salaire et on ne vous le rend que si vous faites de la transition agroécologique. Songez, monsieur le sénateur, si moi, je n'ai aucun pouvoir pour le faire, j'établissais la même chose, je prenais 25% de votre salaire de sénateur et je vous dis, je ne vous le rends que si vous modifiez votre comportement. Il n'y a que dans le monde agricole qu'on peut faire ça. Monsieur Salmon, il vous reste 45 secondes. Monsieur le ministre, une fois de plus, je crois que vous ne m'avez pas bien écouté. J'ai parlé de création de valeur, tout à fait. Et je suis pour avoir des prix rémunérateurs, on le dit sans arrêt. Effectivement, je l'ai déjà avancé plusieurs fois. Aujourd'hui, la variable d'ajustement dans le budget d'un ménage, c'est la nourriture. Et il faut changer ça. On est complètement d'accord là-dessus. Bien entendu, il faut de la création de valeur pour l'agriculteur. Et il ne faut pas justement que cette création de valeur aille dans les poches de ceux qui sont tous les intermédiaires. Donc on est clairement là-dessus. Mais il faut faire des choix également dans la politique agricole. Aujourd'hui, je vois bien que ce gouvernement a du mal à faire des choix. Et ce n'est pas simplement sur la politique agricole. Donc il faut des choix conséquents, forts, pour que ceux qui travaillent arrivent à se rémunérer sur ce travail. Merci. La parole est à monsieur Frédéric Marchand pour le groupe RDPI et pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on assiste aujourd'hui à un renouveau de l'intérêt politique pour les questions agricoles et alimentaires. Un nombre croissant de collectivités territoriales de toute taille et de tout niveau souhaitent porter ces enjeux et s'engagent aux côtés des acteurs locaux pour accompagner la transformation des modèles de production et de consommation. Ces démarches, elles sont le cœur de la loi Egalim avec la proposition de 50% de produits locaux ou bio d'ici à 2022 dans la restauration collective. Les collectivités disposent de multiples leviers d'action pour stimuler et accompagner cette dynamique locale et au premier rang d'entre elles, les projets alimentaires territoriaux qui ont pour ambition de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires. Le plan de relance annoncé par le gouvernement fait de l'accès pour tous à une alimentation saine, sûre, durable et locale l'une de ses priorités avec plus de 80 millions d'euros pour développer les PAT et l'objectif d'au moins un PAT par département à l'horizon 2022. Dans son rapport, Serge Papin préconise parmi toutes ces pistes que soient renforcées les actions en faveur de l'origine France et que soit renforcée l'éducation nutritionnelle des plus jeunes. Ce dernier point, il est au cœur du projet de loi Climat Résilience et je ne doute pas que le débat qui se déroulera au Sénat permettra d'enrichir ce texte. S'agissant du patriotisme agricole et au regard du nombre d'acteurs sur notre territoire, nous pourrions tendre, s'agissant de la restauration collective, vers le développement d'un localisme alimentaire dont pourraient se saisir pleinement les PAT et promouvoir ainsi véritablement le « made in PAT » dans les marchés publics. Nous pourrions même aller plus loin en fixant les mêmes objectifs à la restauration collective privée, dans le droit fil du travail mené dans le cadre de l'examen du projet de loi Climat Résilience. Parmi les 65 lauréats du premier appel à projet, un nombre très important de PAT sont portés par des EPCI, tendant à démontrer, si besoin était, que l'une des clés de cette alimentation durable et locale réside dans une mobilisation de toutes les énergies au niveau d'un bassin de vie. Faire des EPCI des autorités organisatrices de l'alimentation durable et locale peut être un moyen, dès lors que l'ingénierie et les moyens financiers sont au rendez-vous, afin de déployer efficacement les préconisations du rapport Papin. Monsieur le ministre, vous qui avez fait du combat pour une alimentation durable une priorité, ne pensez-vous pas que le temps des territoires assembleurs de dynamisme et d'efficacité est venu pour passer à la vitesse supérieure ? Merci. Monsieur le ministre.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Frédéric Marchand, je partage entièrement ce que vous avez dit. Je parlais de la nécessité d'être sur la création de valeur. Cette création de valeur, elle passe par la constitution au niveau des territoires de chaînes de distribution locales, permettant là aussi à la fois de créer la valeur environnementale et en même temps la valeur économique pour les comptes de résultats de nos agriculteurs. Et donc moi je crois beaucoup à ces projets d'alimentation territoriaux et très souvent on se dit que ces projets territoriaux représentent des sigles et trop peu des réalités. La vérité, c'est qu'il n'y a pas un territoire où il y a un projet d'alimentation territoriale qui ne dit pas que ce projet d'alimentation territoriale a véritablement une valeur ajoutée sur son territoire. Et fort de ce constat, j'ai décidé, dans le cadre du plan France Relance, de renforcer significativement les crédits des plans d'alimentation territoriaux. Songez, monsieur le sénateur, que lors des 4 dernières années, on avait financé à hauteur de 6 millions d'euros les plans d'alimentation territoriaux. Dans les 2 prochaines années, on va financer à hauteur de 80 millions d'euros. Donc, le changement d'échelle est très, très important. Le deuxième élément, c'est que dans la constitution de ces plans d'alimentation territoriaux, il faut absolument laisser les territoires, comme vous l'avez dit, définir les périmètres de ces plans d'alimentation territoriaux. Parfois, c'est au niveau de l'EPCI, parfois, c'est au niveau du département, parfois, c'est à des niveaux qui sont ni l'EPCI, ni le département, mais qui sont des réalités territoriales. Et ces plans d'alimentation territoriaux, justement, ils résultent des collectifs sur le territoire, et c'est comme ça qu'il faut les faire naître, et c'est comme ça qu'il faut les accompagner, c'est comme ça qu'il faut les renforcer. En tout cas, c'est la vision que vous avez exprimée, que je partage en tout point. La parole est à monsieur Henri Cabanel pour sa question. Vous savez, 90% des agriculteurs rencontrés dans le cadre du travail que j'ai mené avec ma collègue Françoise Férat ont affirmé que la détresse agricole a porté sur le non-partage de la valeur et donc sur le revenu. C'était pourtant le cœur des objectifs de la loi Égalim. Si j'ai soutenu l'idée de mettre toutes les parties prenantes autour d'une même table et que j'ai, comme d'autres, participé aux États généraux de l'alimentation, car la méthode était bonne, il faut constater que le résultat n'y est pas. Ce constat d'échec est unanime et vous le reconnaissez vous-même puisque vous avez récemment tapé du poing sur la table face à la grande distribution. Lorsque nous avons auditionné M. Papin dans le cadre du groupe de travail ici au Sénat, le 30 mars dernier, il nous a confirmé que l'ADN de la grande distribution, c'est toujours la négociation à la baisse, quoi que l'on fasse. Je vais reprendre les sujets de mon collègue Franck Menonville, et la pédagogie se fait aussi dans la répétition, excusez-moi. Je vais reprendre donc les seuils de revente à perte. Alors, ils ont généré, suivant où on se trouve, 600, 700, 1 milliard d'euros, on ne le sait pas. Vous avez expliqué que vous alliez l'étudier. Mais où est allé cet argent? Il devait y avoir un ruissellement vers les agriculteurs. Il ne s'est pas produit. Cet argent, je pense, est souvent allé dans la communication ou dans les cartes de fidélité, comme vous venez de le mentionner, mais pas dans le revenu des agriculteurs, puisque les prix sont restés au plus bas. Il faut donc des mesures coercitives. En 1996, la loi Galland, ou loi sur la loyauté et l'équilibre des relations commerciales, a été jugée excessive. En 2008, la loi de modernisation de l'économie est tout son contraire. Elle a libéralisé les relations commerciales. Elle est à l'origine de la guerre des prix menée par la grande distribution. Ce fut au détriment des agriculteurs. Là encore, lors de l'élaboration d'une loi, son impact n'a pas été suffisamment mesuré. La concentration des coopératives d'achat dans la grande distribution a resserré les tours autour des paysans. Là encore, aucun impact mesuré à l'époque. Ma question est donc simple. Allez-vous suivre? Je suis désolée. Pardon ? Je suis désolée de vous demander de Je pose les questions. Allez-vous suivre toutes les propositions du rapport Papin et prendre enfin des mesures coercitives? Vous venez de dire qu'il fallait revenir sur la loi LME. Comment allez-vous faire? Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le sénateur Cabanel. D'abord, je voudrais, comme je l'ai fait d'ailleurs ce matin vis-à-vis de votre collègue Madame Férat, saluer la qualité du travail que vous avez mené sur la détresse dans le monde agricole et évidemment
cette détresse dans le monde agricole, elle s'explique pas que, mais enfin en partie, par la question de la rémunération. Et que quand on se bat pour la rémunération, on se bat aussi pour lutter contre ces éléments et ces événements tragiques que vous avez porté comme combat de votre action, et je vous en remercie. Je voudrais revenir donc ce que vous avez dit sur la loi LME et la loi Galland. Elle est où l'erreur de la loi LME? Elle a été de se dire, en fait, au titre du pouvoir d'achat, on va renforcer la compétition entre les 3 acteurs de la chaîne agroalimentaire, l'agriculteur, l'industriel et la grande distribution, et ce faisant, créant un rapport de force, ça va faire baisser les prix. Et le constat que vous avez fait entre la loi LME et la loi Galland, je le partage en tout point. Moi, là où je pense que c'est une erreur politique, c'est qu'il ne faut jamais perdre le combat pour le pouvoir d'achat, et le gouvernement auquel j'appartiens a toujours porté cela. Mais par contre, les politiques de pouvoir d'achat pour les Français ne peuvent pas se faire sur le dos des agriculteurs. Et je dis ça en ayant été 3 ans ministre de la Ville. Les politiques sociales pour accompagner nos concitoyens qui en ont besoin, j'ai beaucoup œuvré, j'ai fait ce que j'ai agi à mon niveau, mais enfin je me suis beaucoup battu pour. C'est une erreur de croire que cela peut se faire sur le dos des agriculteurs. Il faut dissocier les deux. Si on veut dissocier les deux, aujourd'hui ça veut dire revenir sur un certain nombre de dispositifs de la loi LME, et ça ne peut se faire que par la loi, d'où les discussions qui sont en cours avec vos collègues de l'Assemblée nationale que vous évoquiez tout à l'heure. Merci. La parole est à Monsieur Gérard Lahellec pour le groupe CRCE. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, vous nous dites qu'il faut avoir le courage de revenir sur un certain nombre de modalités de la LME. Vous nous dites que l'augmentation du pouvoir d'achat des Français est une nécessité. Et vous nous dites aussi que le développement de ce pouvoir d'achat ne peut pas se concevoir sur la destruction des revenus agricoles. Évidemment, nous partageons ces affirmations et nous les partageons d'autant plus, pardonnez-moi, mais qu'il y a juste quelques semaines, une grande enseigne de la distribution affichait en Bretagne la vente promotionnelle du kilo de côte de porc au prix modique de 1,58 €, soit le prix de 3 cigarettes. On voit bien donc que ce n'est pas ça qui va contribuer à améliorer la situation du pouvoir d'achat des Françaises et des Français. Par contre, la préservation du pouvoir d'achat pourrait appeler des prix planchers rémunérateurs pour les paysans, pourrait appeler également des indicateurs publics des coûts moyens de production par filière, pourrait appeler également l'encadrement d'un certain nombre de marges, pourrait appeler également l'obligation de la publication d'un certain nombre de comptes, dans un souci de transparence. Et la loi Égalim ne contient aucune de ces dispositions spécifiques que je viens de rappeler très brièvement. Aujourd'hui, pourtant, la situation alimentaire de notre pays s'est largement dégradée. Je ne développerai pas non plus. Et on voit que la loi Égalim ne va pas contribuer à régler ce problème de l'alimentation de qualité pour les Françaises et les Français. Donc il ne peut pas non plus y avoir, d'un côté, une agriculture de qualité qui serait réservée à quelques-uns et de l'autre, une qui serait réservée à des catégories plus précaires. Donc la question est simple, quand allons-nous reconnaître qu'il faut faire de la question agricole une question exceptionnelle permettant de la sortir progressivement de l'univers de la concurrence. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Lahellec, le constat, on le partage, je n'y reviens pas. Après, c'est sur la question de la méthode. Là où il faut faire très attention, c'est que donc aujourd'hui, dans la loi Égalim, elle a permis la marche en avant, c'est-à-dire qu'elle a permis à l'industriel d'avoir l'obligation de discuter d'abord avec l'agriculteur avant d'aller négocier avec le distributeur. Et au même moment, la loi Égalim n'a pas permis de sortir du jeu de dupes que j'évoquais à cette tribune, et donc a concouru à faire la guerre des prix. Une fois qu'on a dit ça, moi je crois que pour avancer significativement, il faut passer à la contractualisation pluriannuelle, à la transparence et à la question de savoir
comment, quand sur la première partie, c'est-à-dire agriculteurs et industriels, sont convenus d'un prix, que l'industriel ne puisse pas revenir pour refaire le match derrière. Et ça, c'est tous les travaux qu'on a fait avec Serge Papin, et je voudrais vraiment saluer la très grande qualité des travaux de Serge Papin et sa très forte implication. Vous allez un cran plus loin, en fait, mais ça m'étonne peu, en disant, ne faudrait-il pas aller jusqu'à l'administration des prix ? Là, moi, j'ai un différent, parce que, d'ailleurs, dans le monde agricole, on a tenté parfois l'administration de certains prix, ça s'est toujours mal fini. Si la loi fixe les prix, ça veut dire que seule la loi peut faire la modification de ces prix. Moi, je pense que la loi, elle doit fixer non pas le prix, mais la façon dont est calculé le prix et qui peut faire bouger des prix ou pas. Et je crois que c'est ça l'approche qu'on a tenté avec Serge Papin, qui me paraît être la bonne approche et permettant au final d'être le plus bénéfique possible pour nos agriculteurs. Une fois que j'ai dit ça, une fois que vous avez posé votre question, c'est évidemment très compliqué, très complexe. Ça fait des mois qu'on travaille dessus pour être en mesure justement de présenter ces avancées et d'aller au bout de la démarche Egalim. Je crois que c'est vraiment ça qui est important. La parole est à Monsieur Pierre Louault pour le groupe Union Centriste. Monsieur le ministre, je partage bien sûr tout ce qui a été dit et longuement dit. Je crois qu'effectivement, avec les différentes lois au cours des dernières années, on est amené à constater que sans cesse, le revenu des agriculteurs baisse et ça n'est plus acceptable. Je crois qu'aujourd'hui, si on fait des lois, quelles que soient les lois, et le rapport Papin préconise un certain nombre d'évolutions, il faut permettre des sanctions. Lorsque vous roulez trop vite sur l'autoroute, vous avez des amendes. Si vous ne respectez pas la loi sur les critères de formation des prix, eh bien, vous serez pénalisé depuis le transformateur jusqu'au vendeur de produits. Eh bien, il faudra taper dans les bénéfices des uns et des autres. Ça, c'est la loi contraignante, mais je crains qu'on n'y échappe pas. Une autre idée serait d'organiser un commerce équitable. C'est-à-dire qu'on met en place une filière de commerce équitable depuis l'agriculteur jusqu'au transformateur et aux vendeurs, en fixant des critères très précis et en permettant aux vendeurs d'afficher véritablement ce commerce équitable. Et pour être plus efficace, comme on sait qu'aujourd'hui, une partie des consommations des produits agricoles se fait hors domicile, on impose, comme on le fait pour les produits biologiques par exemple, eh bien on impose un minimum, par exemple, de 25, de 30% de produits issus de commerce équitable de l'agriculture française. Voilà, je pense qu'il y a un moment, je ne suis pas pour des prix fixés d'avance, mais il va falloir prendre des mesures qui obligent les différents maillons à rémunérer les produits agricoles. Un pays comme le nôtre ne peut plus accepter des produits payés en dessous de leur valeur avec des normes chaque jour qui augmentent. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, Monsieur le Sénateur, permettez-moi de saluer votre action. Nous étions ensemble il y a quelques jours en Touraine auprès de nos viticulteurs et je crois que c'était très important de pouvoir être ensemble auprès du monde agricole qui a connu ces derniers jours la pire catastrophe agronomique depuis le début de ce XXIe siècle et qui malheureusement continue puisque les fortes baisses de température perdurent cette semaine. La question que vous posez, elle est très pragmatique et très intéressante d'un point de vue de pensée. Elle est très pragmatique parce que effectivement, il y a des filières où le commerce équitable marche. Je vous donne un exemple, la laiterie LSDH qui aujourd'hui dans le Loiret fonctionne, est une laiterie qui marche très bien, qui permet une juste rémunération et qui précisément est fondée sur ce que je disais, la contractualisation, la pluriannualité, la transparence, et qui montre que ça marche. Donc quand on fait ces propositions avec Serge Papin, on le fait appuyer sur un retour d'expérience d'acteurs du terrain où ça marche. Donc autant prendre ce qui marche et le dupliquer autre part. Le deuxième élément, c'est que dans le projet de loi Convention Climat, on va introduire les éléments dits de commerce équitable dans les engagements de la loi Egalim, ce faisant, allant exactement dans le sens de votre recommandation. Ça veut dire permettre demain à ce que
qu'on favorise ces filières dites équitables. Et le troisième élément relève plus de la pensée, mais j'en appelle au sens critique du Sénat. C'est quand même très français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de discuter de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas mettre des aliments dits équitables parce qu'ils rémunéreraient à sa juste valeur les agriculteurs. En fait, le vrai débat, c'est comment on fait en sorte que tous les autres aliments soient considérés inéquitables. Et c'est quand même ça, le sens. Mais ça en dit long sur le chemin qui nous reste à parcourir pour faire en sorte que rémunérer devienne la norme et ne pas rémunérer soit taxé d'inéquitable. Je crois que c'est ça aussi le sens de nos travaux. Monsieur Louot, vous avez la parole encore, il vous reste 30 secondes. Eh bien, tout simplement, ce n'est pas les produits qui est inéquitable, c'est le commerce qui est inéquitable. Et je pense qu'il faut que les commerçants comprennent qu'un commerce, eh bien, ça se fait avec différents échelons dans le partenariat, un producteur, un transformateur et un commerçant. Et si les commerçants ne veulent pas jouer le jeu, encore une fois, ils font de gros bénéfices, et bien on augmente de 20% les taxes prélevées sur ceux qui ne veulent pas jouer le jeu. Mais à un moment, on ne pourra plus continuer au jeu du plus bête. Merci. La parole est à monsieur Franck Montaugé pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, j'ai tout d'abord une pensée pour les agriculteurs du Gers et de France touchés par le gel très durement ces jours derniers, mais nous en reparlerons. Cela a été dit, en 2019, je faisais avec mes collègues co-rapporteurs le constat que la loi Égalim n'atteindrait pas ces deux objectifs, tout particulièrement celui concernant l'accroissement du revenu des producteurs agricoles. Certaines de nos recommandations ont été malgré tout reprises et je peux vous dire que les filières, je pense à celle du foie gras par exemple, nous en sont gré à propos des effets négatifs du SRP, première version, pour les ventes saisonnières et festives. Monsieur le ministre, comment concrètement envisagez-vous la définition d'indicateurs de coûts de production ? Quelle méthode pour quels produits agricoles ? La loi Égalim ne concernait en effet qu'une partie des productions agricoles. Comment le plan stratégique national de la future PAC que vous préparez avec les parties prenantes va-t-il intégrer des garanties de couverture, à minima, des coûts de production ? Qui va payer ? Le premier acheteur, la GMS, le consommateur final ? La PAC sera-t-elle sollicitée et si oui, comment ? Comment allez-vous maîtriser dans le temps la fuite ou la reprise de valeur par les nombreux fournisseurs d'intrants ? Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Montaugé, 2 points. La première question que vous posez, c'est la question du coût de production. Le coût de production, aujourd'hui, il est défini par les filières, par les interpros. Il doit être inclus dans le contrat, mais la loi Égalim laisse la possibilité de ne pas le prendre. Si et seulement si, on l'explique. C'est ça, l'un des premiers éléments qui doit être changé, c'est-à-dire de passer cette contractualisation sur la base d'indicateurs, sur une base pluriannuelle pour arrêter le jeu de dupes toutes les années et avec cette transparence. Le deuxième élément recommandé dans le rapport de Serge Papin, c'est qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui doivent faire l'objet d'indexation. Quand, par exemple, vous avez le prix de la matière première des gallinacés dans votre beau département, le prix de la matière première de l'alimentation de ces gallinacés, il est indépendant du travail de l'agriculteur. Est-ce normal aujourd'hui que le surcoût de cette matière première soit toujours pris uniquement sur le compte de résultat de l'agriculteur ou sinon devant attendre la renégociation du contrat qui parfois n'arrive qu'au bout de longs mois. Donc le deuxième élément qui est proposé, c'est comment on arrive à mettre en place des indexations pour faire en sorte que cette répartition se fasse, surtout qu'entre une augmentation de coût de l'alimentation de la gallinacée et l'impact sur le produit final, parfois c'est énormément d'argent pour l'agriculteur et quelques centimes d'euros pour le consommateur. Votre deuxième question, c'est est-ce que la PAC peut financer en partie cela ? C'est-à-dire peut financer le coût de production. La PAC, c'est de l'argent de l'agriculteur, si je puis dire, avec une ambition politique sur quelle est notre agriculture de demain. Enfin, c'est l'argent de l'agriculture. Et donc, pour moi, ce n'est pas la PAC qui doit financer cela. C'est précisément la répartition de la valeur tout au long de la chaîne agroalimentaire avec l'industrie et de la grande distribution et le consommateur. Il faut avoir le courage de le dire. Notre part du budget d'alimentation dans notre budget moyen a décru ces dernières années. Il faut absolument que ça reparte à la hausse. Monsieur Montaugé, il vous reste 1 minute 20.
Merci madame la présidente. Merci monsieur le ministre pour votre réponse. Je me permets d'évoquer aussi les dossiers en suspens des territoires, comme c'est le cas dans le Gers, qui sont indûment sortis en 2018, vous le savez, de la carte des zones défavorisées. Simple. Nous attendons les jugements du tribunal administratif de Pau et l'issue aura, je l'espère, un impact positif sur le revenu des éleveurs, aujourd'hui en très très grande difficulté. Je terminerai en vous disant qu'il serait utile que le ministère, monsieur le ministre, clarifie aussi la notion de zone intermédiaire qui ne peut raisonnablement pas être limitée à la diagonale Charente-Grand Est. Les territoires du sud-ouest intégrant le Piémont pyrénéen, de faible qualité agronomique et confrontés à des conditions pédoclimatiques toujours plus difficiles, répondent aussi aux critères de définition proposés par l'étude du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. J'espère, monsieur le ministre, que nous pourrons en discuter directement et d'avance, je vous remercie de votre écoute. Merci. La parole est à monsieur Laurent Duplomb pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, monsieur le ministre, en juillet 2018, dans cet même hémicycle du Sénat, je parlais bien sûr en discussion générale de cette loi Egalim. Après avoir fait la liste des problématiques liées à l'agribashing et aux critiques exacerbées de toute une société envers le monde agricole, je disais, dans ces mots, alors avec l'arrivée d'un président tout neuf, les agriculteurs tellement accablés par tout cela et blessés dans leur chair, avec ce terrible sentiment d'injustice né du fait que, travaillant avec passion, ils ne récoltent que des critiques, nos agriculteurs donc ont cru à la bonne parole de Rungis, même si entre les lignes du discours, on pouvait déjà comprendre quel serait le résultat. Nos agriculteurs y ont tellement cru qu'ils ont participé avec conviction aux États généraux de l'alimentation. Car ne nous y trompons pas, ce qui caractérise les agriculteurs, c'est qu'ils croient que demain sera mieux qu'hier. Comment feraient-ils sinon, à chaque sécheresse ou intempérie, qui leur fait parfois perdre la totalité, nous venons de Loire, de leur récolte, pour recommencer avec la même passion à semer l'année d'après? Dans ces mêmes États généraux dans lesquels ils ont mis tant d'espoir, non seulement celui d'une juste valorisation financière de leur travail, mais aussi, et peut-être surtout, l'espoir d'une reconnaissance nationale de leurs efforts, tant au cours des heures passées avec leurs animaux ou dans leurs champs, que dans la technicité de la passion de produire au mieux une alimentation de qualité. Et je disais, monsieur le ministre, à votre prédécesseur, un véritable gâchis dont vous êtes responsable, votre prédécesseur. Vous êtes responsable de ne pas avoir pu tenir vos troupes à l'Assemblée nationale avec 2700 amendements et 72 heures de défouloir, durant lesquelles tout est passé. Caricatures, déformations, clichés, tout cela téléguidé par un obscurantisme digne du Moyen-Âge. Le titre 2 du texte adopté par l'Assemblée nationale en est un exemple criant. Ce sera que des contraintes et des charges supplémentaires pour les agriculteurs. Vous êtes responsable d'avoir fait miroiter aux agriculteurs dans le titre 1 une hypothétique amélioration de leurs revenus en dévoilant leur prix de revient. Qui peut croire, dans une compétition commerciale effrénée, qu'en montrant toutes ces cartes, on peut gagner la partie? Ce que je disais en 2018, c'est passé 2 ans après. Aujourd'hui, monsieur le ministre, je vous le dis et je pose ma question, madame la présidente. Egalim, c'est moins de revenus, mais plus de charges. Il faut peser, monsieur le ministre, pour que la loi climat et résilience n'en rajoute pas et que cette erreur de la loi Egalim titre 2 ne soit pas reproduite. Monsieur le ministre, allez-y. Merci beaucoup, madame la présidente. Monsieur le sénateur Duplomb, plusieurs choses. Moi, d'abord, je pense que, mais ça ne date pas d'il y a 3 ans, hein, ça date peut-être d'il y a 10-15 ans, je pense que le débat politique sur l'agriculture a trop souvent abandonné la raison, a trop souvent abandonné la science, a trop souvent abandonné ce que certains qualifieraient, et moi j'y suis fondamentalement attaché, le bon sens paysan. Et que remettre un peu de raison dans tout cela fait beaucoup de bien. Alors j'y concours et j'espère pouvoir faire bouger des lignes. Et je ne dis pas ça vis-à-vis des parlementaires que vous êtes, évidemment, je dis ça de manière générale dans le débat politique, public et sociétal. Et je crois que c'est extrêmement important. N'oublions jamais que nos agriculteurs, ces entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple, c'est grâce à eux qu'on a réussi à tenir pendant toute la période de la Covid et encore aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que le combat n'est jamais terminé. Que ce combat sur Egalim, je pense que ça a changé des choses, et notamment un état d'esprit. Je donne un exemple très pragmatique. Aujourd'hui, dans toutes les consultations et travaux qu'on a pu faire avec Serge Papin, aucun, que ce soit la grande distribution, l'industriel ou les agriculteurs,
veulent abandonner Egalim. En revanche, le constat, c'est que ça ne va pas assez loin. Donc moi, ma responsabilité aujourd'hui, c'est de faire d'abord un constat sans concession, très factuel, très réel, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, des changements d'état d'esprit et de là où ça n'a pas été le cas, et de faire bouger les lignes. Et je partage ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de lignes qui doivent bouger. J'en suis convaincu. Enfin, dernier point, sur la question de toujours plus de charges sans parler de revenus, je crois que je ne peux pas être plus clair quand je dis que la création de valeur environnementale ne saurait être dissociée de la création de valeur agricole. Et je crois que toutes celles et ceux qui croient dans les transitions agro-environnementales se retrouvent là-dedans, parce que plus on créera de la valeur pour le compte de résultats d'agriculture, plus ces transitions seront rapides. La parole est au président Jean-François Longeot pour le groupe Union centriste. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Monsieur le ministre, 2 ans plus tard, nous pouvons nous demander si la loi Egalim et l'immense espoir qu'elle a suscité n'a pas finalement été un coup d'épée dans l'eau, tant l'insatisfaction est généralisée. Car cette loi était censée redonner de la valeur aux producteurs agricoles, en prenant notamment en compte des indicateurs de coûts de production. Or, 2 ans plus tard, les interprofessions ne sont toujours pas en mesure de proposer les bons indicateurs. Cette loi était également censée amener à une restructuration des relations entre les acteurs des filières. Or, la contractualisation en amont, visant à enlever le pouvoir de marché que peuvent exercer les acteurs de la grande distribution sur le prix d'achat aux producteurs, n'est pas effective. Le sera-t-elle un jour? Monsieur le ministre, j'ai alors 2 principales interrogations. Alors que l'impératif d'une plus juste répartition de la valeur tout au long de la chaîne alimentaire reste intact, quelle suite allez-vous donner au rapport Papin qui vous a été remis le 25 mars dernier, et notamment quant à sa proposition visant à garantir le prix de la matière première lors de la première contractualisation, en instaurant une mécanique d'indexation? Car nous le savons, le coût des matières premières représente la principale charge de certains industriels, et la clause actuelle de renégociation des prix est inopérante. Comment peut-on aider le monde agricole à se rassembler pour peser davantage dans les filières agroalimentaires, s'imposer dans les relations commerciales et obtenir des prix rémunérateurs face aux acteurs de l'aval des filières? Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Monsieur le ministre, Merci beaucoup. Madame la présidente, monsieur le sénateur Longeot, les questions que vous posez sont donc au cœur du rapport de Serge Papin. Encore une fois, ce rapport de Serge Papin, c'est le gouvernement qui l'a souhaité. Et je voudrais vraiment saluer la qualité du travail de Serge Papin, qui connaît incroyablement bien le dispositif, qui en connaît les moindres détails, qui en connaît les moindres recoins et qui sait précisément décoder les discours et les positions des uns et des autres, et ayant lui-même pratiqué les négociations commerciales pendant 25 ans, savoir comment faire en sorte pour faire bouger les lignes. Serge Papin a acquis une sorte de sagesse sénatoriale, je vais le dire comme ça, nous permettant aujourd'hui, avec beaucoup de volonté de sa part, de faire ses propositions. Et cette qualité du travail, moi, mon engagement, c'est qu'elle ne reste pas lettre morte, et que si j'ai souhaité travailler avec Serge Papin, qui, souvenez-vous, était déjà lui qui avait animé les ateliers 5 des EGA, c'est précisément pour aller au bout de la logique, parce que comme il a été dit tout à l'heure par le sénateur Duplomb et Grémillet, le problème c'est qu'on est au milieu du gué, et que tant qu'on n'a pas franchi le gué, on reste au milieu du gué, et c'est ça qui doit nous permettre d'aller de l'avant, c'est-à-dire de prendre ces recommandations et de les mettre en œuvre. Aujourd'hui, le rapport il est sur la table. Les parlementaires que vous êtes, vous en saisissez, ainsi que les travaux déjà effectués par le Sénat ou l'Assemblée nationale. Et soyez sûr d'une chose, c'est que mon action, elle est déterminée pour pouvoir mettre en œuvre ce rapport. Il y a des sujets qui sont très compliqués, plus compliqués que d'autres. Il y a des sujets qui ne relèvent pas de la loi. Les sujets sur l'origine, d'autres sujets. Mais enfin, il y a des sujets qui relèvent de la loi et que seules les assemblées peuvent modifier en ayant le courage d'apporter ces modifications. Monsieur le Président, non. La parole est maintenant Monsieur Jean-Claude Tissot pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues.
Le débat d'aujourd'hui nous donne une nouvelle fois l'occasion d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de corriger les effets néfastes de la loi Égalim. Alors que ce texte devait apporter une réponse législative aux attentes exprimées lors des États généraux de l'agriculture et de l'alimentation, il a déçu la quasi-totalité des acteurs qui s'étaient exprimés. Une démarche ambitieuse de consultation qui suscite beaucoup d'espoir, puis de déception, faute de reprendre sans filtre les préconisations des principaux acteurs. Aujourd'hui, ça a été dit à maintes reprises, hormis la grande distribution, tout le monde s'accorde sur un constat d'échec de la loi Égalim. Vous avez même réussi, monsieur le ministre, à mettre d'accord tous les syndicats agricoles, de la FNSEA à la Confédération paysanne. C'est d'abord l'échec de votre théorie du ruissellement qui n'a eu aucun effet pour les agriculteurs. Un seul chiffre pour illustrer ce constat, le prix d'achat aux fournisseurs a diminué de 0,4% en 2019. On est loin du beau discours de Rungis lorsque le président de la République promettait une loi pour, je cite, « permettre aux agriculteurs de vivre du juste prix payé ». Autre sujet d'inquiétude pour une facette de la loi qui s'appliquera au 1er janvier 2022, l'obligation de proposer dans la restauration collective au moins 50% de produits durables et de qualité, dont 20% de bio. Ainsi que le souligne un collectif d'une trentaine d'associations de consommateurs ou de préservation de l'environnement, ces objectifs intéressants paraissent aujourd'hui hors d'atteinte tant les collectivités sont laissées livrer à elles-mêmes. En effet, comment atteindre cet objectif alors que les surfaces en bio stagnent désespérément dans notre pays, faute d'y avoir mis les moyens, alors qu'elles doivent représenter 15% des surfaces en 2022, on n'en est qu'à 8,5%, et je ne parle même pas des aides au maintien que vous-même avez supprimées depuis Égalim. Sur tous ces sujets, nous avons des propositions à faire, donner une vraie place à l'Observatoire de la formation des prix et des marges dans la construction du prix, mieux soutenir l'agri-bio et les productions de qualité, faciliter l'accès à la restauration collective pour nos producteurs locaux. Pour sortir de l'impasse, il faut une nouvelle loi, c'est un fait. Même le rapport que vient de vous remettre Serge Papin le préconise, celle-ci ne fait donc plus grand doute. Aussi, ma question sera simple, monsieur le ministre. Prendrez-vous davantage en compte les propositions des acteurs du monde agricole et du Sénat, la Chambre qui représente les territoires, pour l'élaboration de cet Égalim 2 ? Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. À l'évidence, oui, Monsieur le Sénateur Tissot. Je veux dire, on commence à se connaître. On peut me faire beaucoup de reproches, mais pas essayer d'écouter avec beaucoup d'attention les propositions des uns et des autres. Et quand on n'est pas d'accord, de débattre sur le pourquoi on n'est pas d'accord, mais en tout cas de vraiment être dans la co-construction. Encore une fois, ce rapport de Serge Papin, je l'ai souhaité parce que quand je suis arrivé au ministère, je suis rentré directement dans le rapport de force dans la négociation, parce qu'une relation commerciale, c'est un rapport de force. Et je peux vous dire qu'on a vraiment eu un rôle très fort dans ce rapport de force par le truchement de la DGCCRF, Agnès Pannier-Runacher et moi-même. Et les acteurs d'ailleurs pourraient vous le dire. Et heureusement qu'on l'a fait, parce que si on ne l'avait pas fait, alors même que le résultat n'est pas encore satisfaisant, les résultats auraient été dramatiques. Mais fort de ça, ma responsabilité politique, c'est de ne pas laisser perdurer un système où seul un rapport de force d'un gouvernement engagé permettrait aux agriculteurs d'espérer d'avoir une meilleure rémunération. Il faut changer un certain nombre de choses et vraiment avec beaucoup de lucidité reconnaître là où Égalim a marché, parce que Égalim a marché à certains égards. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut faire très attention à ça. Égalim a marché, y compris sur le volet de l'état d'esprit, mais n'est pas allé assez loin. Et d'ailleurs, monsieur le sénateur, objectivement, je connais votre attachement au monde agricole. Objectivement, si des solutions de facilité existaient de manière évidente, si ça n'était pas un combat qui nécessitait de revenir sur l'ouvrage pour aller jusqu'au bout du combat, je pense, mais sans aucune polémique politicienne, je pense que nos prédécesseurs, lors de la précédente majorité, l'auraient fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a enclenché, on a fait Égalim. Aujourd'hui, avec beaucoup de lucidité, on dit que Égalim, le compte n'y est pas, il faut aller plus loin. Voilà toute la démarche que je propose et que je vais faire avec détermination dans la concertation. Merci. Je suis très heureuse de donner la parole maintenant à Madame Marie-Christine Chauvin. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. 25 mars, 6 avril, un peu partout en France, les agriculteurs étaient dans la rue. Vous le savez comme nous, Monsieur le Ministre, une grande partie de nos agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur travail. Or, c'était pourtant l'ambition de la loi Égalim. Malheureusement, les résultats ne sont pas là. À cet échec s'ajoutent les conséquences de la crise sanitaire qui est venue bousculer les accords commerciaux.
2021 s'ouvre donc dans des conditions très particulières. Force est de constater que la guerre des prix est revenue de face une fois de plus de variables d'ajustement. C'est le rôle de l'État de trouver une solution. Nous avons souvent alerté ici, Monsieur le ministre, et hélas, nous avions raison. Le ruissellement n'est pas arrivé. Où est cet argent ? Le constat est simple, pas un centime n'est arrivé dans la cour des fermes. Il est indispensable de rendre contraignante l'élaboration et la prise en compte des coûts de production. Il faut aller vite, la profession a trop attendu. Cette rémunération plus juste devra, entre autres, permettre d'encourager l'installation des jeunes agriculteurs. Les paysans ne peuvent plus et ne doivent plus être le maillon le plus mal servi dans la répartition de la valeur. Ils nourrissent notre pays et en sont fiers. Vous devez les aider. Remarquons que derrière la loi Égalim, il peut y avoir l'illusion du tout haut de gamme, dans laquelle il ne faut pas tomber car c'est le pouvoir d'achat qui guide le choix des consommateurs. Toutes les gammes françaises ont leur place sur le marché. En ne ciblant que les premiers de cordée, nous prenons le risque de laisser les produits importés ne garantissant pas la même sécurité alimentaire aller aux plus démunis. L'équilibre est dur à trouver entre création de valeur et répartition de valeur. Il y a bien la question du partage et il y a aussi la question de création de valeur. Alors, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire sur ces deux tableaux ? Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la sénatrice Chauvin. La façon que vous avez de présenter le tableau, enfin les deux tableaux que vous avez évoqués, est exactement la façon que j'ai d'appréhender le problème, c'est-à-dire remettre la création de valeur, et vous l'avez répété peut-être 6 fois dans votre question, au centre de tout. La difficulté, c'est que d'abord, je pense qu'il nous faut avoir le courage, encore une fois, politique, et là aussi sans aucune polémique politicienne, mais parfois les gouvernements dont votre sensibilité se faisait écho ont fait le choix justement d'axer absolument toute leur communication sur le pouvoir d'achat, toutes, et parfois omettant de dire l'impact que cela pouvait avoir sur nos agriculteurs. C'est un acte politique que de dire que dans notre pays, notre agriculture, elle est fondée sur la qualité, que la qualité, ça se rémunère, et que cette rémunération, elle impose que le consommateur paye plus cher les aliments issus de notre agriculture. Bon. Le deuxième élément, c'est que moi je pense qu'il faut surtout, une fois qu'on a dit ça, dissocier les politiques, comme ce que vous proposez, dissocier les politiques. Il y a des politiques de soutien, des politiques sociales de soutien, et il y a des politiques d'accompagnement de nos agriculteurs. Ce qui veut dire qu'il faut créer de la valeur, répartir la valeur créée, sans aucune naïveté entre grande distribution, industrielle et agriculteurs, parce qu'aujourd'hui ça c'est sur le dos de l'agriculteur, et enfin avoir ces politiques sociales. Il faut dissocier les trois. Je crois que c'est ça la bonne approche. C'est déjà une chose de l'exposer, c'est encore plus compliqué de le mettre en œuvre. C'est ce sur quoi je me bats et je suis sûr qu'on partage la même vision là-dessus. Madame Chauvin, vous avez 35 secondes. Oui, Monsieur le ministre, dissocions, mais voyons tous les volets. Donc cette loi, elle doit être revue profondément, rapidement. Vous devez soutenir nos agriculteurs. Vous venez d'affirmer votre volonté de faire bouger les lignes. Eh bien, nous comptons sur vous pour le faire et surtout les agriculteurs comptent sur vous. Donc d'une part, bouger les lignes dans la loi Égalim et également aussi en défendant la ferme France dans les négociations de la PAC, en protégeant nos paysans de certains excès qui pourraient se glisser dans la loi climat et résilience et en mettant en place des mesures à la hauteur pour les sinistrés des dramatiques aléas climatiques. Aujourd'hui, je pense tout particulièrement aux dégâts suite au gel dans les vignes et cultures du Jura et de l'ensemble de la France. Nous comptons sur vous, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Monsieur Serge Mérillou pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les agriculteurs, ces héros de la première ligne, garantissent notre souveraineté alimentaire. Mais depuis trop longtemps, ils crient leur colère, leur détresse, leur désespérance. Ils dénoncent légitimement les effets pervers d'une loi Égalim qui est un échec d'autant plus sévère qu'elle avait suscité beaucoup d'espoir.
elle n'a pas ramené de la valeur ajoutée à nos agriculteurs. Monsieur le ministre, je salue votre prise de conscience sur les nombreux dysfonctionnements de cette loi. Notre groupe vous avait pourtant alerté de son probable échec lors d'une discussion ici au Sénat. L'ensemble des syndicats agricoles constate que le relèvement du seuil de revente à perte a permis aux distributeurs de dégager plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires, alors que dans le même temps, le revenu des agriculteurs a chuté de près de 8% entre 2019 et 2020. Aussi, je prends acte des propositions du rapport Papin, mais seront-elles respectées par la transformation et la distribution ? L'exigence de la transparence doit être une priorité. Sans transparence, pas de partage de valeur. Aussi, je vous invite à œuvrer pour l'obligation de cette transparence sur le prix payé par le premier transformateur au producteur à la signature du contrat. Enfin, la proposition d'indicateurs anonymisés sur la création de la valeur dans la filière doit être affirmée. Nous devons éviter l'impasse d'un observatoire de la formation des prix et des marges tributaire de la seule volonté déclarative des uns et des autres. Alors, Monsieur le ministre, que comptez-vous faire de ces mesures ? Allez-vous enfin prendre des mesures concrètes pour contraindre la grande distribution à rémunérer dignement les producteurs ? Allez-vous combattre la loi du profit à tout prix aux côtés des agriculteurs ? Dommage. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Mérillou, on peut ne pas être d'accord sur certaines choses. Je ne pense pas que vous puissiez qualifier d'effet pervers ce que Egalim a tenté de faire. Ce n'est pas un effet pervers. D'ailleurs, même les acteurs ne parlent pas d'un effet pervers. C'est un espoir dont les résultats ne sont pas à la hauteur de l'espoir. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que je me bats pour faire en sorte qu'on arrive à modifier les choses. Enfin, il faut avoir raison garder. Egalim n'a pas créé un effet pervers. Egalim a constitué cette première étape qui est la marche en avant. Et c'est ce qu'a voulu mon prédécesseur Stéphane Travert quand il a défendu avec beaucoup de force Egalim. Force est de constater que c'était une étape nécessaire, mais qui n'est pas suffisante. Et c'est précisément parce que ça n'est pas suffisant que nous avons décidé au gouvernement de confier cette mission à Serge Papin. Et oui, souvent on se dit, on questionne beaucoup, et surtout dans la période, la méthode de conduite des politiques publiques. On ne peut pas reprocher au gouvernement que je représente cet après-midi d'avoir une telle approche. On a mis le sujet sur la table. Encore une fois, nos prédécesseurs ne l'avaient pas fait les 5 dernières années. On a mis le sujet sur la table. On a essayé de faire bouger des choses. On en tire le constat. On voit que ça marche à des moments, mais qu'il y a beaucoup de sujets où il y a un trou dans la raquette. On remet le sujet sur la table pour retrouver des solutions et pour pouvoir aller au bout du travail. C'est une méthode de politique publique qui, je pense, est importante. Maintenant, et ça je vous rejoins, il y a un besoin impérieux de trouver au final les mesures complémentaires pour faire en sorte qu'à cet espoir créé par Egalim s'en suivent de véritables résultats dans le prix payé cours de ferme. Et c'est ça, ce sur quoi je me bats avec beaucoup de force, avec cette méthode-là, mais avec beaucoup de force. Monsieur Mérillou, est-ce que vous souhaitez répliquer ? Je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs attendent des mesures claires de façon à ce qu'il y ait un retour de cette fameuse valeur ajoutée auquel, depuis des années, ils courent désespérément. Et la parole est à monsieur Olivier Rittmann pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, lors de l'examen du projet de loi Egalim, le Sénat n'a jamais caché sa position. Il a toujours fait part de ses inquiétudes sur ce texte qui lui semblait déséquilibré et bien loin de la grande loi agricole tant attendue par le monde paysan. Le climat des négociations commerciales, le niveau des revenus agricoles, la volatilité des prix des matières premières, la loi n'a pas résolu les problèmes les plus importants. Mais pour être tout à fait honnête, le pouvait-elle, alors qu'elle ne s'attaquait qu'aux relations contractuelles entre l'agriculteur et ses acheteurs, ce qui représente moins d'1/5 des recettes de l'agriculteur. Le rapport présenté il y a quelques semaines par Serge Papin ne nous a pas démenti.
il partage notre diagnostic. Je cite : « Nous sommes toujours dans un rapport de force inversement proportionnel à la concentration des opérateurs. Les plus forts et les mieux organisés, c'est-à-dire la grande distribution et les grandes entreprises, sont les gagnants du système actuel. » Il va même encore plus loin en estimant que l'agriculture restait le maillon faible de ce rapport de force. Vous-même, monsieur le ministre, parlez d'un jeu de dupes sur le dos de l'agriculteur. Nous avons donc été ravis d'apprendre votre intention de modifier la loi Egalim avant le mois d'octobre, sur la base des propositions de M. Papin et par le biais d'une proposition de loi qui serait examinée avant l'été. M. Papin propose une clause de révision des prix automatique pour prendre en compte les variations des cours de la matière première. Nous l'avons proposé au Sénat en 2018, en 2019 et en 2020. Un véhicule législatif est d'ailleurs à l'Assemblée nationale dans l'attente de son inscription à l'ordre du jour. Monsieur le ministre, ne trouvez-vous pas que cela fait beaucoup de temps perdu ? Merci, monsieur le sénateur. Je ne sais pas si c'est... Pardon, merci, madame la présidente. Monsieur le sénateur, je ne sais pas si c'est beaucoup de temps perdu. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y a urgence à aller plus loin et urgence à agir. Alors, je souhaite que, après 2018, 2019, 2020, que 2021 soit l'année de cette indexation des coûts des matières agricoles. Je ne peux pas être plus clair. Pourquoi ? Et c'est d'ailleurs très intéressant. Prenez un cas aujourd'hui, j'évoquais tout à l'heure le cas des gallinacés dans le Gers, mais prenez un cas de volaille aujourd'hui, de poules pondeuses. J'ai fait sortir, et je les tiens à votre disposition, toutes les études entre l'augmentation du coût de l'alimentation. Il faut avoir en tête qu'avec les différents événements climatiques, parfois le coût de l'alimentation a augmenté de 20, 30, 40% s'agissant des céréales qu'on donne aux poules pondeuses. Et puis, on a fait les analyses pour voir si jamais ce montant-là était réparti tout au long de la chaîne agroalimentaire. D'un coût, en termes de charge et d'un coût de revient, donc pour l'agriculteur, très significatif, il en résulte un coût impact consommateur de quelques centimes. Souvent, il y a un ratio de 1 à 5, voire de 1 à 10 entre l'augmentation du coût de revient et l'impact sur le prix consommateur. Et c'est ça la proposition de l'indexation, plus que de revoyure d'ailleurs, parce que la revoyure, ça existe déjà. C'est plutôt un sujet d'indexation que de revoyure. C'est ça ce que vous recommandez. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Je ne peux pas être plus clair. Je pense que c'est une très bonne idée. La vérité d'ailleurs, c'est qu'en fait, ce n'est pas la loi qui l'empêche. Aujourd'hui, ces grands capitaines d'industrie, ces grands capitaines de la grande distribution que j'appelle à prendre en main ce réveil collectif, parce qu'il en va de la souveraineté de notre agriculture, peuvent déjà le faire. La question, c'est comme ça n'est pas suffisamment fait, comme manifestement ce réveil collectif n'est pas suffisamment fort, la question c'est est-ce qu'il faut que la loi s'en mêle ? Et je crois que c'est le désir de beaucoup d'entre vous. Monsieur Rittmann, est-ce que vous souhaitez répliquer ? Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, si je prends juste l'exemple de la viande bovine, sur les 24 dernières années, le prix de vente aux consommateurs a augmenté de 74%, le revenu des agriculteurs a augmenté de 20 et quelques %, et leur charge de 55%. Alors je ne peux que vous encourager, Monsieur le ministre, à ne pas rester l'amoureux transi des agriculteurs, à ne pas rester au milieu du gué, pour reprendre votre expression, et à aller jusqu'au bout, et à proposer cette loi Egalim 2, qui pour moi doit être, et vous le savez, une loi d'exception du monde agricole, parce qu'on ne pourra pas avoir une agriculture de qualité sans qu'elle se paye au bout. La parole est maintenant à Madame Nadine Bellureau, pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, je veux évidemment, comme nous tous ici, apporter mon soutien à nos agriculteurs et viticulteurs. Je pense bien sûr aux vignobles de Reuilly et de Valençay, victimes d'un phénomène climatique dramatique. Et c'est une nouvelle épreuve et nous devons être à leur côté. Alors que, Monsieur le Ministre, vous négociez la PAC, il reste encore à traiter un sujet essentiel, la concurrence déloyale en Europe et dans le monde entier.
La loi Égalim, dans son article 44, interdit de proposer à la vente ou distribuer à titre gratuit, en vue de la consommation humaine ou animale, des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques. C'est une disposition vertueuse, c'est une disposition très importante, car il s'agissait de revenir sur cette concurrence déloyale de certaines productions étrangères qui, bien que commercialisées en France, ne respectent pas les normes françaises et européennes imposées aux agriculteurs, à la fois en termes de traitement et de mode de production. Malheureusement, depuis 3 ans, nous continuons à importer en France des produits interdits, alors que nous cessons d'ajouter à nos agriculteurs des contraintes aux contraintes, comme des semences certifiées pour la lentille du Berry, alors que l'on importe des lentilles du Canada qui ont été traitées au glyphosate pour accélérer leur maturation. Cet exemple pourrait bien sûr se décliner à la plupart des productions agricoles. Monsieur le ministre, comment comptez-vous renforcer les contrôles prévus par la loi ? Car il en va évidemment aussi de la santé de nos concitoyens. Et il semble que vous manquiez de moyens pour lutter contre cette situation. Mais au-delà de cette question, comment assurer une égalité de traitement entre les agriculteurs ? Car imposer toujours plus à nos agriculteurs français des obligations, alors que le monde entier fait autrement, c'est mettre en péril notre agriculture et notre autonomie alimentaire à laquelle nous sommes tous attachés. Il faut donc des règles identiques, une meilleure traçabilité, sans dérogation possible. Et essayons au moins de les appliquer en Europe. C'est peut-être le moment, avec la crise actuelle, qui a sensibilisé le monde entier à la sécurité sanitaire. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Madame la sénatrice, le sujet que vous évoquez, à mes yeux, est peut-être encore plus important que le sujet qu'on évoque sur la loi Égalim. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte d'hypocrisie depuis très longtemps consistant à dire qu'il faut toujours aller plus loin dans notre transition, mais pour autant, sur les étals des supermarchés, on retrouve de produits, de carottes, de concombres qui n'ont pas les mêmes normes de production et qui n'ont pas les mêmes prix. Et comme on est dans un marché commun, qui sont en concurrence, et il n'y a rien qui ressemble plus à un concombre qu'à notre concombre et une carotte qu'une autre carotte. Et donc on se retrouve avec des cas totalement désespérants. Et donc la question que vous évoquez, elle est cruciale. Alors c'est une question... Et la présidente Prima, juste derrière vous, on a déjà eu l'occasion d'en parler à de multiples reprises, qu'on avait poussé d'abord dans la loi Égalim, le fameux article 44, puis dans la loi Betrave, où on a rajouté pour essayer d'améliorer cet article 44. La réalité, en fait, c'est que c'est un débat au niveau européen. C'est ça le point, et tout le monde le sait bien. C'est quoi au niveau européen ? C'est l'inclusion de ce qu'on appelle les clauses miroirs. Et moi, je veux vraiment faire, je l'ai déjà dit, faire de la présidence française de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022 le moment politique fort pour pousser au maximum ces clauses miroirs. On a d'ailleurs déjà eu, ça ne s'est pas vu, une première victoire dans le cadre du trilogue où, dans ce cadre du trilogue, le sujet a été abordé avec une première étape demandée à la Commission européenne, ce qui d'ailleurs me permettra d'autant plus d'en faire la priorité politique de la présidence française à la Commission européenne. Le deuxième élément, c'est que dans le cadre de la PAC, on s'est mis d'accord tous les ministres de l'Agriculture sur ce fameux éco-régime, avec une volonté, c'est qu'à partir du moment où on s'est mis d'accord sur un socle commun, obligatoire à tous, donc luttant contre la concurrence déloyale au sein de l'Europe. Il faut absolument que ce socle commun soit porté de l'agriculture vers les politiques commerciales, en disant si les ministres de l'Agriculture se mettent d'accord sur ça, il faut que les ministres en charge du commerce le prennent comme un socle. Voilà. Ces clauses miroirs, pour moi, c'est le principal des principaux combats. Et Monsieur là aussi, ça ministre... prendra du temps, mais il faut y aller avec beaucoup de force. Monsieur le ministre, je sais que j'ai la réputation d'être très gentil, mais quand même, vous en profitez tous beaucoup aujourd'hui. Monsieur le ministre, payer au juste prix les producteurs reste un échec. Pourquoi ? Alors que vous savez imposer des réglementations aux agriculteurs qui amputent brutalement la productivité de leur exploitation en berne versus les volailles, l'élevage des volailles ou les zones de non-traitement. Aujourd'hui, il subsiste des intérêts contradictoires. D'un côté, la grande distribution qui veut privilégier le pouvoir d'achat des clients et exige une qualité irréprochable. De l'autre, les transformateurs touchés par des hausses de matières premières qu'ils veulent répercuter. Résultat résumé le 28 octobre dernier en Conseil des ministres, il subsiste une déflation
et la répartition de la valeur est jugée insuffisante pour les agriculteurs. Car comme le souligne Guillaume Klopp, président des jeunes agriculteurs de la Somme, il n'y a pas eu de gendarme pour appliquer la loi Égalim. Vous avez précisé alors vouloir renforcer la compétitivité et la création de valeur dans les filières, la transition agroécologique et la souveraineté alimentaire en mobilisant le plan de relance. Oui, mais renforcer la compétitivité et créer de la valeur nécessite des investissements et une visibilité sur la politique agricole au-delà des 2 ans du plan de relance. Sur le soutien des cours, sur les instruments appropriés pour la gestion des risques et aléas, sur les contrats de livraison à long terme, sur la logique et la pérennité des soutiens à la diversification, comme la méthanisation, sur l'étude d'impact quantitative et financière des mesures réglementaires. Renforcer la souveraineté avec le plan protéines, certes, mais aussi un plan élevage et de préciser l'ambition exportatrice que vous défendez. Renforcer la transition agroécologique qui nécessite de valoriser financièrement les efforts consentis pour cette transformation, recentrée sur les cycles biologiques et les pratiques agroécologiques. Alors, Monsieur le Ministre, comment envisagez-vous, dans le prolongement des propositions du rapport Papin, de valoriser les mutations et les paiements pour services à l'environnement au-delà de la simple PAC, garantir la sécurité alimentaire et les cours des matières premières, défendre nos agriculteurs dans ce débat déséquilibré? Ne pourriez-vous enrichir la loi Égalim d'un fonds de stabilisation des revenus avec l'engagement de toutes les parties, des producteurs à la distribution via le RSE, pour amortir les à-coups des marchés et contribuer à l'agriculture durable qui participerait alors à répondre aux 3 objectifs de la loi initiale? Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, la question que vous posez est complexe. C'est quasiment une déclaration de politique générale agricole qu'il me faudrait faire. La question de la création de valeur, elle passe aussi par la diversification des revenus. Cette diversification des revenus, elle dépend beaucoup des territoires. On sait qu'elle est impérieuse encore plus dans certains territoires que dans d'autres. Cette diversification des revenus, elle prend de face un certain nombre de marchés qui sont internationalisés. Vous prenez par exemple la constitution du prix du lait. Aujourd'hui, quand vous prenez ce prix du lait, vous avez la moitié du prix du lait qui est le marché de la consommation locale, nationale, et l'autre partie du lait qui dépend des indicateurs de marché à l'international, et notamment ce qu'on appelle les indicateurs de la poudre de lait. Donc c'est très compliqué. Moi, je pense que dans les débats, et qui plus est avec l'actualité, sur les fonds de stabilisation que vous appelez de votre vœu, il y a un sujet qui est incroyablement, là aussi, complexe. C'est pour dire tous les chantiers qu'on a encore devant nous. C'est la question du renforcement ou d'assurance des revenus en cas de catastrophe naturelle. Le gel est un désastre. C'est ce que je disais ce matin en répondant à certains de vos collègues d'ici même. Le problème du gel, c'est que c'est invisible pour nos concitoyens. Si le même épisode n'avait pas été un gel mais un incendie, on aurait aujourd'hui en boucle des images d'incendies de centaines de milliers d'hectares. C'est ça ce qui s'est passé. C'est vraiment ça dans les faits. Avec une différence, c'est que ça dure une année, une récolte, et pas plusieurs années comme l'incendie aurait fait. Mais enfin, c'est ça qui s'est passé. Et donc, cette question de la stabilisation des prix avec l'assurance récolte, moi, j'ai déjà ouvert ce dossier, je compte bien pouvoir le clore, c'est-à-dire trouver des solutions. Là aussi, on pourra en parler dans le détail. C'est un sujet très compliqué, mais d'une actualité absolument immense. Merci. La parole est maintenant à monsieur... pardon, j'ai un trou. Laurent Somon, il vous reste du temps ou pas? Non. Monsieur Jeunet, c'est à vous. Merci. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Beaucoup de choses ont déjà été dites dans ce débat, mais je tenais à porter à cet instant la voix du Charolais, berceau d'une race à viande aujourd'hui reconnue tant pour sa qualité exceptionnelle que pour son modèle herbagé qui façonne un paysage bocager en voie d'être reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais nous craignons de classer au patrimoine mondial un souvenir plus qu'une réalité, car il y a véritablement non-assistance à élevage en danger, en grand danger de disparition. Disparition car en Saône-et-Loire, ces 10 dernières années, nous avons perdu 100 000 bovins sur 670 000. Disparition car 1 400 départs en retraite sont prévus chez nos agriculteurs dans les 5 ans à venir, alors que nous peinons à installer 90 jeunes chaque année. Disparition car 3 ans après le lancement des États généraux de l'alimentation, 3 ans après la loi Égalim, les éleveurs ont perdu 30% de leurs revenus pour se contenter désormais de moins de 700 € par mois. Monsieur le ministre, comment voulez-vous imaginer un avenir
pour un secteur où l'on paye aux producteurs 3,59 € le kilo de viande de jeunes bovins quand son coût de production est de 4,76 €. Comment parler d'installation de jeunes agriculteurs? Comment convaincre les banques de les accompagner? Comment convaincre nos éleveurs de continuer leur dur labeur si un animal nourri à l'herbe dans une exploitation familiale, répondant à tous les critères du développement durable dont la France se veut la championne, n'a pas plus de valeur qu'un animal poussé en élevage industriel à grands coups d'antibiotiques à l'international? Les chiffres sont malheureusement d'une cruelle évidence. En 2020, le prix payé par le consommateur a augmenté. Dans le même temps, le prix payé aux producteurs continue de baisser et ne permet pas de couvrir les coûts de production. Quant à l'indicateur de marge brute des grandes et moyennes surfaces, il n'a jamais été aussi haut. Monsieur le ministre, quels moyens pragmatiques, concrets et contraignants comptez-vous utiliser et sous quel calendrier précis pour obtenir que le prix payé aux éleveurs garantira au minimum la couverture de leurs coûts de production? Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Genet, le point que vous mettez en avant est celui de l'élevage, et en particulier de l'élevage allaitant, et en particulier des jeunes bovins, et en particulier des broutards. Je crois que je n'ai pas à vous le démontrer. Moi, je m'engage sur ce que je sais pouvoir faire, et je ne fais pas de promesses que je ne sais pouvoir tenir, ou en tout cas d'avoir un objectif très clair pour y parvenir. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est face à des consommateurs en France, on ne mange que très peu de mâles, comme on dit. On mange beaucoup de viande de femelles, mais très très peu de viande mâle. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'une grosse partie de la production de jeunes bovins, à peu près la moitié, part à l'export. Ce qui veut dire aussi, parce qu'aujourd'hui la structuration de la filière broutard est faite comme ça, que 90, voire plus, de la filière broutard part à l'export. Mais ce qui veut dire très concrètement que la loi Egalim, par exemple, sur le revenu des broutards, n'y changera rien. Rien. Ce qui veut dire, en revanche, et vous avez peut-être vu, et d'ailleurs certains se sont dit, mais pourquoi donc le ministre de l'Agriculture fait cela? Mais il y a quelques semaines, j'en ai appelé aux collectivités locales en disant, mettez du jeune bovin dans les cantines. Non pas parce que j'ai des actions ou que j'ai une volonté effarouchée que nos enfants mangent des jeunes bovins, mais parce que je crois profondément que les jeunes bovins, c'est une viande particulièrement intéressante pour nos enfants, et que si on veut éduquer nos enfants à la viande mâle, c'est-à-dire la viande de ces jeunes bovins, quoi de mieux que de passer par les cantines? Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut créer d'autres débouchés. Et ça, c'est très important. Mais la loi Egalim, il ne faut pas raconter de carabistouille. Ce n'est pas la loi Egalim qui va faire augmenter le prix du broutard. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, sur le broutard comme sur le jeune bovin c'est un peu différent parce qu'il y a à peu près la moitié. Monsieur le ministre. Pardon, mais sur le broutard et le jeune bovin, il faut, pour le jeune bovin, aller sur la loi Egalim, et pour le reste, créer de la valeur dans la filière et augmenter les débouchés. C'est ça qu'on doit faire avec grande force. Et après, la parole les sujets de soutien est maintenant Madame la Présidente Sophie Primas. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, toutes les interventions l'ont rappelé sans clivage sur nos bancs, y compris sur le vôtre, Monsieur le Ministre. La loi Egalim n'a pas amélioré le revenu des agriculteurs. À ce stade et sur ce point, c'est un échec. Aussi, quelles conséquences en tirer? Ce fut tout l'objet de notre débat. Et je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'avoir répondu avec franchise et engagement à l'ensemble de nos questions. Ce profil à l'horizon, si tant est que l'ordre du jour le permette d'ici la fin du quinquennat, une discussion législative d'une importance majeure sur l'avenir de la loi Egalim. Je n'aurai pas la cruauté, Monsieur le Ministre, de rappeler que voici quelques mois, vous avez tout fait pour que nous ne légiférions pas sur la loi Egalim comme les sénateurs vous y invitaient à l'occasion du projet de loi ASAP. Alors le gouvernement défendra quelques propositions du rapport Papin d'ici quelques jours. Je dois vous dire avec clarté, Monsieur le Ministre, ces propositions, nous les attendons, vous l'avez compris, avec un mélange d'intérêt et aussi un peu de scepticisme. Intérêt, bien sûr, sur des propositions que le Sénat propose depuis des années et qui ont été reprises en partie par le rapport Papin. Je pense à la clause de révision, bien sûr, automatique des prix, indexée sur les cours des matières premières. Je n'aurai pas non plus la cruauté de rappeler que l'article 44 de la loi dit ASAP prévoyait cela au Sénat et que vous l'avez refusé. Que de temps perdu.
J'ai entendu depuis 3 ans 3 ministres différents refuser cette idée qui leur paraissait saugrenue. Mon collègue l'a dit en 2018, en 2019, en 2020. Monsieur Papin-Sieranger, je suis fière de voir que désormais, vous pourriez la reprendre à votre compte. Monsieur le ministre, écoutez parfois le Parlement et singulièrement le Sénat, tout le monde gagnerait du temps sur ce sujet et sur d'autres. Je pense aussi également à la pluralité des contrats, qui est sans doute un moyen de dédramatiser le jeu de rôle des négociations, tout en permettant aux acteurs de faire autre chose chaque année que de négocier et d'avoir de la visibilité pour investir. Cela revient à permettre aux commerçants de faire leur métier de commerçant et non d'exercer contraint et forcé un métier de juriste spécialiste des contrats comme aujourd'hui. J'attire toutefois votre attention sur les débats concernant la suppression de la date butoir. Il ne faudrait pas qu'en supprimant une digue, on en revienne à redonner du pouvoir à l'aval. Intérêt également pour l'idée d'un arbitrage en cas de désaccord sur le contrat après une médiation. C'est une idée trop vite écartée lors des débats en 2018 sur laquelle il convient de revenir. De l'intérêt, mais également, je le disais, un peu de scepticisme. Du scepticisme sur cette loi qui pourrait donner l'illusion de régler les problèmes de l'agriculture en garantissant une illusoire couverture des coûts de production et le déficit de revenus en ne traitant que la partie des négociations avec la grande distribution. Du scepticisme sur cette correction qui pourrait passer à côté d'autres problèmes majeurs que vous avez vous-même indiqués. Les enjeux de la compétitivité de notre agriculture, complètement oubliés. Ceux de la PAC, bien plus importants que 10 fois la loi Égalim. Les clauses miroirs dont vous avez parlé. L'assurance, qui reste un débat à trancher ô combien actuel. Des calamités ou des règles d'un marché alimentaire mondial. Que dire des contraintes désormais trop lourdes de charges administratives et fiscales supplémentaires, de surtransposition que vous aviez notées, ma chère collègue, et de la situation de concurrence déloyale au sein même des pays membres de l'Europe. Du scepticisme aussi sur certaines propositions du rapport. Tout doit être fait pour éviter de coincer les industriels en étau en concentrant la négociation sur ce qui fait sa spécificité, son innovation, son process industriel, son marketing de marque, sa valeur ajoutée. Le risque, c'est tout simplement que les industriels innovants ne soient plus que des transformateurs exécutants, ce qui se transformerait in fine par un recul des marques nationales qui font la fierté de nos terroirs et sont le fleuron de nos innovations agroalimentaires, garantes d'une rémunération supérieure de nos producteurs. 98% des industries ou des coopératives de l'agroalimentaire sont des PME, des TPE, ne l'oublions pas. Alors, Monsieur le Ministre, nous attendons avec gourmandise ce débat. Nous serons au rendez-vous avec des propositions, des contre-propositions, afin de sortir tous ensemble notre agriculture par le haut. Je suis certaine que le travail formidable engagé par le groupe de suivi de la loi Égalim, derrière Daniel Gremillet, Anne-Catherine Loisier et je pense à notre ex-collègue Michel Raison, vous inspirera. En tout état de cause, je suis certaine qu'ils ont beaucoup de choses à vous proposer avec leur liberté d'action, leur expérience, leur tonalité de voix et le recul bien connu de notre institution sénatoriale.